E abbiamo una conferenza di quest'anno di un nostro ciclo di conferenza di storia e patrimonio di Corsica in uso Giacomo Mediterraneo. Di fatto, questo ciclo è stato fatto anno in collaborazione con l'INEASEM e a per scopo di parlare ai studenti, al pubblico, ai ricercatori di tematiche storiche farete, con visione di qui e d'altro. Donc, oggi il nostro conferenziario che è Eric Tessier, storiano specialista di storia sperimentale e di storia viva. Donc a conferenza d'oggi, di a conferenza donc annanta a storia viva e a valorizzazione di un patrimonio. Donc ora abbiamo da ringraziare quanto che tutta la nostra squadra di centro culturale universitario, il suo direttore Alano Imelio, il suo responsabile amministrativo Luis Minigoni, l'ingegnere di Zoni e Lumi Nicola Frese e la squadra di monitori di noi. Donc ringraziamo di nuovo la squadra di linea Seb che ha fatto di loro lavoro con noi e il pubblico e il cercatore e il conferenziere che è qui oggi. Donc lascio la parola a Jean Castola. A ringraziare. Oui, bonjour à tous. Je voulais juste dire deux mots pour introduire la conférence d'Éric Tessier. Voilà, donc c'est dans le cadre de l'institut là dont je m'occupe, avec pas mal de monde qui se trouve ici, qu'on a donc organisé ce cycle de conférences à la demande du CCU. Et ce cycle de conférences, il nous semble important parce que c'est l'occasion, dans le cadre de l'université, de proposer au public des thématiques qui sont des thématiques un peu générales, mais de les prolonger, ces thématiques, ces réflexions, par rapport à la réflexion qu'on peut avoir en Corse. Par exemple, le mois prochain, on aura une conférencière qui nous parlera de l'Empire maritime catalan, qui est un sujet bien sûr extrêmement intéressant, je dirais en soi, mais nous, on va le prolonger avec la problématique, on va dire, de la période de Vincentello. Évidemment, c'est vraiment l'année d'en parler, puisque on célèbre les 600e anniversaire de la fondation du Castello di Gorti. Et on a donc toute une série de conférences que vous connaissez, puisque le programme est publié. Mais aujourd'hui, on est dans un cadre, je dirais, un peu particulier, puisqu'on a souhaité, avec Alain Di Meglio et Louise Minigoni, amorcer par une conférence, on va dire, originale, puisqu'il s'agit de parler de l'histoire vivante. Et à ce moment-là, je dirais, l'opportunité, c'était aussi de réfléchir sur des orientations pour les étudiants, au niveau même professionnel, pour voir comment on pouvait utiliser l'histoire et de manière générale, on va dire, le patrimoine, dans un cadre qui est un cadre qui peut être économique aussi. On va voir les retombées que ça peut avoir. Alors, après la conférence, il y aura un échange, comme on le fait toujours, et on répondra aux questions. Éric Tessier le fera. Mais sachez d'ores et déjà que, je voulais le préciser, malheureusement, il y a des conditions administratives qui font que certains étudiants ne peuvent pas assister cet après-midi donc à la conférence. Alors, on a anticipé ce matin et on a fait une première séance avec eux pour réfléchir déjà sur ces questions. Et donc, d'ores et déjà, il y a des projets qui sont, on va dire, qui sont actés. Et ces projets impliqueront diverses filières de l'université. Ça peut être évidemment la filière d'histoire, mais également la filière des guides conférenciers. Et ici, donc, il y a des étudiants qui sont en formation, mais il y a également des guides conférenciers, je dirais déjà chevronnés, qui sont présents. Eh bien, on doit penser également à la filière qui est la filière des MMI, c'est-à-dire la filière multimédia informatique, qui, on va le voir, peut être associée très directement à ces projets. Donc nous, c'est ce que l'on fait dans le cadre de l'Institut. Et avant de passer la parole à Éric Tessier, je voulais souligner la présence de Fabrique Fenouillère et donc de Paul Semidey, parce qu'on travaille beaucoup avec le parc, qui est le parc Galéa, et c'est un lieu qui est, je dirais, idéal pour évoquer ces questions d'histoire vivante, d'archéologie expérimentale, etc. Et donc, c'est pour ça que je tenais à présenter un petit peu donc le débat, pour ensuite pouvoir, je dirais, le prolonger avec vous et soulever toute une série d'interrogations et surtout de prolongements qui peuvent être des prolongements très pratiques dès le printemps prochain.
Merci Jean. Bon, ça marche. Merci Jean, bonjour à vous tous. Merci de cette invitation donc à vous parler un peu de ce qui est un des éléments de ma recherche, de ma démarche d'universitaire, et aussi de ma passion aussi, parce qu'on peut avoir la chance de travailler dans un domaine qui vous passionne, et c'est un peu donc ce propos-là. Donc l'histoire vivante, comment faire de l'histoire autrement. Donc on va aborder différentes thématiques, 5 thématiques donc sur cette approche-là. Mais d'abord, bon, rapidement, pour dire comment je suis tombé dans le chaudron, peut-être de la potion magique, en tout cas de l'histoire. C'était pas écrit. J'avais fait une thèse sur l'histoire économique et sociale de la Révolution, et à l'occasion d'un spectacle complètement amateur qui était fait donc au Théâtre Antique d'Orange, j'ai été amené à découvrir ce monde-là et à découvrir à travers ça des gens qui, notamment en Italie, travaillaient sur l'expérimentation du combat de gladiateurs. Ça m'a plu, je me suis piqué au jeu, c'est le cas de le dire, et donc il en est sorti donc plusieurs ouvrages. Et notamment une seconde thèse, la HDR, donc, qui a été centrée là-dessus, sur l'expérimentation du combat gladiateur, qui permet donc de comprendre la réalité de ce combat, la réalité de ce grand phénomène donc, de l'Antiquité romaine, très mal connu, et de montrer grâce à l'expérimentation, donc c'est l'aspect on va dire scientifique de cet aspect-là, l'histoire vivante étant donc un grand chapeau pour lequel on va voir différentes ramifications. L'archéologie expérimentale donc en est, je dirais, le domaine le plus scientifique, le plus universitaire si l'on peut dire, mais tout en étant rattaché au reste. Alors, expérimenter la gladiature, bon, ça suppose un peu une condition physique, et puis des vieux gladiateurs, c'est vite des gladiateurs ridicules. Donc j'ai évolué aussi là dans ce domaine-là, et je me suis intéressé dans le même esprit à la reconstitution historique de la Légion romaine. Et tout ça donc se fait un peu par miracle, je dirais, parce que à chaque fois j'ai seulement cette répétition la veille du spectacle. Là, on est en civil, on va dire. Chaque fois, je me dis, ils n'ont rien compris, ça va être une catastrophe, hein, parce que c'est quand même des amateurs, c'est des passionnés, mais ce n'est pas des acteurs. Et puis, bon, il y a la magie des arènes qui fait que ça se passe bien, que chaque fois, il y a donc cette mayonnaise qui prend, avec ces reconstituteurs qui évoquent des civils, des légionnaires, des cavaliers, etc. Donc ça me permet de faire entrer les troupes romaines, c'est le début, c'est qu'Adrien donc, vient avec ses troupes romaines, c'est quand même assez sympa de pouvoir faire rentrer, de commander environ 200 légionnaires, donc de les faire rentrer donc, en masse, de leur faire la tortue. Ça a toujours beaucoup de succès parce que bon, c'est vrai que les groupes de reconstitution sont environ, c'est des gens qui se regroupent à 20, 25. Faire une tortue romaine à 20, c'est bien. La faire à 200, évidemment, ça a beaucoup plus d'intérêt. C'est aussi la magie, justement, de pouvoir réunir beaucoup de monde dans ce même lieu. Donc là-dedans, évidemment, j'incarne un personnage, le tribun Agenius Macrinus. Donc évidemment, j'ai un peu la morgue des Romains, quoi. Si je ne me la pète pas ce jour-là, je ne me la pète jamais. Donc j'ai appris à monter à cheval exprès pour ça, hein, d'ailleurs, parce que c'était un peu ridicule de rentrer à pied. Mais en même temps, toujours l'idée d'être centré sur l'histoire locale. Il se trouve qu'à Nîmes, on a une stèle qui est de très belle facture, qui évoque un officier romain, donc Agenius Macrinus. Et donc j'incarne ce personnage donc, qui était d'ailleurs contemporain de l'époque d'Adrien. Donc on a un spectacle qui se déroule donc, avec différentes étapes. On a des combats de gladiateurs, parce que ça on est sûr qu'Adrien en a donné, et c'est des gladiateurs qui sont extrêmement archéologiques, c'est-à-dire que ça me permet, c'est l'occasion aussi de prendre les meilleurs groupes de ce point de vue-là. Là, en l'occurrence, c'est des Croates, qui aussi bien pour les équipements que pour l'engagement physique et sportif, donnent vraiment une image assez proche de la réalité des gladiateurs. Ça permet aussi de revenir sur il y a l'aspect didactique. Quand on parlait gladiateurs, quand vous demandez n'importe où dans le monde comment on demande la mort des gladiateurs, tout le monde va faire ça. Sauf que ça n'a jamais existé, sauf que c'est une des idées reçues de l'histoire. Et donc, en fait, quand on vous demandait la missio, c'est-à-dire le renvoi du gladiateur vaincu, ce qui arrivait, contrairement à l'idée reçue, le plus souvent, peut-être 90% des cas,
on agite un mouchoir, on agite la mappa, c'est ce que les textes nous disent. Donc parce que c'est logique, si vous avez 50 000 Romains dans le Colisée qui font ça ou ça, le temps de les compter, on y serait encore. Donc voilà, ça permet aussi de revenir sur des idées reçues. C'est pas un cours, mais on sort de là en ayant appris des choses. Alors dedans, on a aussi des courses de chevaux, un peu dans l'esprit du Palio de Sienne. On a des courses de chars, alors ça c'est pas trop historique, on va dire, c'est un peu, on va dire, une petite entorse, parce que c'est pas là-dedans, c'est pas dans un amphithéâtre qu'on peut faire des courses de chars, mais c'est tellement lié donc à ce que les gens attendent, donc c'est qu'on le fait, mais ces chars-là sont très, très historiques, et donc ça permet aussi d'avoir ce propos par rapport à ça. Donc on aborde des thématiques diverses et variées. Chaque année, c'est une étape de l'histoire de Rome. Cette année, donc en 2019, c'était les rois barbares. Alors les rois barbares, c'est pour évoquer l'invasion des Cimbres et des Teutons qui a été arrêtée à Aix-en-Provence par Marius. On aurait mis Marius sur l'affiche, on a dit tiens, ils font du pagnol maintenant, donc on a mis un titre plus marketing, c'était les rois barbares. Mais autrement, on a évoqué aussi Hannibal, qui était passé aussi par Nîmes. C'est intéressant que ce soit Marius ou Hannibal. Dans les deux cas, on pouvait rattacher la grande histoire de la thématique de l'année sur une réalité historique locale qui permettait de comprendre, d'apprendre des choses. Alors sur l'affiche, on avait mis un éléphant. Personne n'a cru qu'on allait mettre un éléphant dans l'arène. Eh bien si, on a mis un éléphant, donc ça a beaucoup surpris. Surtout les légionnaires dont je faisais partie, qui voient arriver cette bestiole devant eux, quoi. Donc c'est évidemment assez impressionnant. Là aussi, on était dans l'expérimentation, surtout pour certains. Donc c'est évidemment donc, un éléphant qui était dressé pour ça. Rassurez-vous, c'est le fils du Cornac. Tout ça a été prévu. Mais bon, les spectateurs ne le savaient pas, quoi. Vous pouvez penser que c'était un pauvre légionnaire qui était comme ça empoigné par la bestiole. Donc c'est évidemment, on est dans le spectaculaire, mais on est dans le didactique. On apprend des choses. Évidemment, les gamins qui voient ça s'en souviennent 10 ou 15 ans après. On a fait aussi des décors mobiles. On a fait Cléopâtre. Donc pour évoquer Cléopâtre, il fallait évoquer la bataille d'Actium. Là aussi, la grande et la petite histoire. Nîmes a pour emblème le crocodile, et parce que justement des Nîmois à cette époque-là avaient participé à cette bataille qui avait permis de capturer, de conquérir pour les Romains l'Égypte, le crocodile symbolisant donc l'Égypte. Et donc ça a été ça, 2 galères donc de 15 mètres de long chacune, qui se sont affrontées, éperonnées dans le cadre des arènes. Là plus récemment, donc cette année, on a fait aussi le Sénat de Rome. On a fait le port de Marseille, le quai de Marseille sur lequel donc va aborder les galères de Marius. On a fait pour Spartacus, on a fait cette ligne où Crassus avait coincé Spartacus au bout de l'Italie. Et ces décors sont amovibles, c'est-à-dire ils peuvent s'enrichir d'année en année de la simple ligne Crassus. On a fait donc le fort de Marius. Et donc à chaque fois, en prenant la base de ce qui existe déjà, on peut monter chaque année donc en force. Il y a toujours évidemment la bataille finale. Bon, ça permet d'aborder des batailles réelles qui ont existé. Donc là, c'était la bataille d'Aix-en-Provence cette année. L'année prochaine, ça sera la bataille de Pharsale. Et donc avec un engagement viril mais correct. On essaye. Il faut surtout que je les retienne en fait, parce que quand vous mettez des barbares et des Romains face à face, il faut que je leur répète, que je leur rappelle, c'est du spectacle, les gars. C'est pas la vraie guerre, quoi. Mais il ne faut pas que je leur dise de dire ouais, vous vous impliquez vraiment. Donc voilà, ça donne évidemment des visions qui sont assez sympas. Ça, c'est une photographe professionnelle qui a pris cette image, mais il y a des millions d'images qui ont été prises des grands jeux romains, et donc certaines qui sont très belles, qui ont même une valeur, je dirais, didactique, beaucoup plus finalement juste que beaucoup de films historiques. Donc pourquoi ça? C'est quoi l'origine? Pourquoi la motivation? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas la mairie de Nîmes qui a fait ça. C'est Culture Espace, c'est une société privée, parce qu'elle avait les moyens et la liberté de faire ça, la liberté aussi d'investir. On est à 600 000 € de budget pour faire le spectacle. Dans un premier temps, l'idée était justement de faire une opération de communication, de faire connaître le monument, le patrimoine, pour faire venir du monde. Et ça a été une réussite totale, parce que toute la presse en a parlé, toutes les télés en ont parlé, et ça a permis d'augmenter la fréquentation du monument. Et maintenant, le spectacle lui-même est plus que largement autofinancé, parce qu'on est temps sur 3 journées en remplissant les arènes.
non seulement ça couvre le budget qui est investi par la société, mais ça génère même des bénéfices qui permettent chaque année de faire des décors de plus en plus importants. Donc on est dans évidemment, je dirais, c'est l'option optimale de l'histoire vivante, c'est d'avoir un lieu qui est fait pour ça, l'amphithéâtre de Nîmes, d'avoir une société qui a la liberté et les moyens d'investir dans ce projet qui n'était pas gagné. La première année, on ne savait pas du tout où on allait. Ça a été une vraie réussite et maintenant tout le monde s'en félicite, puisque pendant le week-end des Grands Jeux romains, c'est début mai, là, cette année ça sera 1er, 2 et 3 mai, il n'y a plus une chambre de libre à Nîmes. Alors qu'en temps normal, il y en a beaucoup. Les restaurateurs jouent tous le jeu. Ils proposent tous des menus romains pendant ce week-end-là. Et la ville est remplie et il y a des animations partout en dehors des arènes qui sont l'élément phare de ça. Alors, ce projet en a généré d'autres. Et j'aborde un deuxième thème. C'est le docu-fiction. On avait donc à Nîmes, on a toujours depuis 2000 ans ce temple, la Maison Carrée, qui est un temple du culte impérial, qui est intact, qui a été conservé absolument intact, sauf que l'intérieur a servi à tout. C'est-à-dire ça a été un grenier à sel, ça a été une église, il y a tout eu dedans. Et du coup, il n'y a plus rien de romain. Donc on n'a rien enlevé, mais on a installé dedans une salle de cinéma, enfin une salle de projection, pour pouvoir proposer un docu-fiction que j'ai écrit, qui raconte l'histoire de cette ville de Nîmes. C'est pour ça aussi que c'est un enfant direct des Grands Jeux romains, puisque le personnage que je mets en scène, c'est Macrinus, celui que j'incarne dans les arènes. C'est un acteur qui l'a incarné avec sa femme. Donc on part de ce monument, et Macrinus évoque ses ancêtres. Parce que Macrinus Adjenius, en fait, c'est un nom gaulois d'origine. C'est pour expliquer que Nîmes était une ville gauloise qui est devenue naturellement, par son alliance avec les Romains, une ville donc gallo-romaine. C'est pour ça que l'ancêtre d'Adjenius, c'était un certain Adjenos, dont on a trouvé une trace épigraphique. Et donc j'évoque la ville à l'époque des Gaulois, la cité gauloise de Namas, qui deviendra Némosus après l'alliance entre ces Nîmois, ces vols carécomiques, ces Gaulois du Sud, qui étaient très différents des Gaulois du Nord, qui étaient déjà hellénisés, qui étaient déjà en contact avec les civilisations méditerranéennes, étrusques même. On a trouvé des amphores étrusques à Nîmes. Et donc c'est pour ça que pour eux, tout naturellement, ils se sentaient plus proches des Romains que des Gaulois. Donc on évoque la guerre des Gaules, on évoque aussi la ville de Nîmes. Pour ça, on est allé à Cinecittà. On a eu la chance de pouvoir travailler dans les décors de la série Rome, qui avait reconstitué à l'échelle 1 les monuments, les bâtiments de Rome à cette époque-là. Et donc, ça a permis aussi d'évoquer, avec des groupes de reconstitution italiens, ceux qui viennent pour les grands Jeux romains, d'évoquer ce que pouvait être la ville de Nîmes à cette époque-là. Alors, on a aussi le recours au 3D, qui permet d'expliquer de manière assez explicite et rapide la construction de la Maison Carrée dans laquelle est projeté le film. On évoque bien sûr aussi les arènes de Nîmes, sur lesquelles la 3D permet de rajouter le vélum, les éléments manquants, et de rajouter aussi le public. Bon, c'est là, je suis prof à l'université de Nîmes, donc j'ai convoqué mes étudiants. On les a habillés, ils ont fait le public. J'avais une centaine d'étudiants donc dans le public qui ont été clonés par magie. Ils ont fait des petits, donc ils sont devenus 24 000 spectateurs dans les arènes de Nîmes pour assister à un combat de gladiateurs. Donc deuxième thématique, vous voyez, l'idée de l'histoire de vivante peut amener au docu-fiction, au documentaire, on va dire, intelligent, qui peut participer, c'est le cas, à la valorisation d'un patrimoine. L'idée, c'est que les gens rentrent toutes les demi-heures, le film démarre. Donc ils rentrent, donc ils remplissent la salle, ils voient le film, ils ressortent et un autre groupe peut rentrer. C'est une salle de 80 personnes. Et c'est pour ça que donc au fil du temps, on est arrivé à un nombre assez impressionnant de visiteurs qui a pu voir ce film. Et traditionnellement maintenant, les guides conférenciers de la ville de Nîmes commencent par la Maison Carrée, les visiteurs voient la projection de ça et les guides peuvent s'appuyer sur ce récit qui est un récit historique. Bon, on y a veillé, Culture Espace a voulu justement que ce soit moi qui fasse le scénario et pas un scénariste de télé ou de cinéma, pour justement qu'il y ait une valeur didactique et tout le monde finalement trouve que c'est quelque chose qui est un outil très utile. Alors, je parle d'histoire vivante et j'ai évoqué aussi donc, des groupes de reconstitution historique. La reconstitution historique, c'est véritablement un phénomène de société.
L'idée, c'est quoi? C'est quelque chose qui est venu des États-Unis. Bon, c'est le reenactment. Les Italiens appellent ça la rievocazione. Nous, on appelle ça la reconstitution. C'est à l'origine l'idée, pour dire de la reconstitution moderne, parce qu'au fond, si on cherche bien, tout le monde a toujours fait de la reconstitution à un moment donné. Les Romains reconstituaient la guerre de Troie, reconstituaient leur propre bataille. Louis XIV a joué le rôle d'Alexandre dans un carrousel. C'est vieux comme le monde. Mais pour la reconstitution moderne, contemporaine, celle où on veut justement être vraiment dans l'exactitude historique, on peut faire remonter ça donc à 1961, quand les Américains ont voulu commémorer le plus grand épisode de leur histoire, pratiquement, avec l'indépendance, c'est la guerre de sécession. Et comment évoquer un épisode historique qui n'a pas laissé de traces, hormis les lieux de mémoire, là où ça s'est passé. Donc du coup, ils ont fait ça évidemment à l'américaine, et maintenant, la bataille de Gettysburg, je crois qu'ils sont à 16 000 reconstituteurs, les chevaux, les canons, c'est devenu quelque chose d'assez énorme. Et donc c'est quelque chose évidemment que l'on retrouve pour toutes les périodes. Ils font aussi évidemment la période de l'indépendance des États-Unis, et ça s'est répandu donc un peu partout, en Europe notamment, où tout est évoqué. On peut trouver maintenant, 50 ans après, on peut trouver des groupes qui peuvent reconstituer n'importe quelle période, même la plus improbable, la plus finalement méconnue. Vous pouvez trouver des groupes mérovingiens, carolingiens, romains tardifs, vous avez absolument tout. Donc le Moyen-Âge, évidemment, quelque chose qui est souvent évoqué par la reconstitution. Il y a beaucoup de fêtes médiévales. Évidemment, il y a tout là-dedans, finalement. Dans le domaine de la reconstitution, tout dépend où on met le curseur. Le curseur, il peut commencer avec la fête des écoles, le carnaval, où on se déguise en Cléopâtre et en César. Mais après, on peut faire de l'évocation historique, c'est-à-dire de l'à peu près. Après, on peut faire quelque chose de très pointu. On peut même devenir même un véritable ayatollah de la reconstitution. C'est-à-dire que vous arrivez quelque part, le mec il commence à vous regarder, vous scanner pour voir s'il n'y a pas un bouton qui déconne. Donc évidemment, tout dépend où on met le curseur. Mais évidemment, on a plutôt une tendance à la qualité, plutôt une tendance à la recherche de l'excellence. On a par exemple, pour le médiéval, la bataille d'Hastings, qui est très importante dans l'histoire de l'Angleterre, qui est reconstituée chaque année, qui est commémorée chaque année. Et là, on ne peut pas y aller n'importe comment. C'est-à-dire que pour pouvoir participer à la bataille d'Hastings, il faut avoir un costume, un équipement qui soit véritablement historique, qui soit véritablement cohérent par rapport à l'année 1066. Il est hors de question d'y aller avec des éléments qui dateraient du XIIe siècle. Là, on se fait virer direct. Donc il y a une volonté vraiment de qualité. On est dans l'évocation, on est dans la commémoration, on est dans le vivre l'histoire et une autre façon de la transmettre. On a aussi la bataille d'Azincourt qui est de la même façon donc évoquée. Et toutes les autres époques, on a la bataille de Marignan, le XVIe siècle, la Renaissance. On a le XVIIe siècle, la bataille de Rocroi. On a ces groupes, ces tertios espagnols, ces arquebusiers. Véritablement tout est évoqué, y compris la guerre en dentelle, le XVIIIe siècle. On a aussi, là j'évoque des groupes militaires, mais il faut savoir qu'à côté de tous ces groupes, il y a toute la vie civile généralement qui est évoquée, toutes les techniques artisanales de l'époque. Et à chaque fois qu'on peut déployer ces groupes de reconstitution dans un lieu donné, pour une occasion donnée, pour valoriser un patrimoine, eh bien c'est un grand moment d'échange en général entre les visiteurs qui viennent nombreux et ces groupes qui sont constitués de passionnés. Alors l'époque napoléonienne aussi a beaucoup de succès, donc c'est évidemment quelque chose qui marque vraiment une histoire européenne, puisque tous les participants de l'épopée napoléonienne ont généré des groupes, et ce qui est étonnant, moi pour avoir participé, le samedi prochain je serai à Austerlitz, parce que je suis aussi dans un groupe napoléonien, on a des centaines de reconstituteurs en soldats français. Et dedans, on a une toute petite partie qui sont français. C'est-à-dire que la plupart sont des Russes, sont des Tchèques, sont des Autrichiens, qui ne voient pas du tout dans l'uniforme français l'uniforme de l'ennemi. On n'est pas du tout dans ce discours donc, d'opposition nationale, mais dans l'évocation d'une histoire commune, avec un personnage né en Corse qui est quand même un peu hors du commun. Ça a pris comme point d'orgue 2015, puisqu'il y a eu les commémorations depuis le couronnement de Napoléon,
jusqu'en 2004, toute cette suite de bicentenaires qui se sont succédés et qui ont abouti en point d'orgue à Waterloo 2015, avec là un record de participants, 6000 reconstituteurs, 250 000 spectateurs, avec aussi les problèmes que ça pose. Parce que là, on se dit, c'est génial, c'est énorme. Le retour d'expérience, justement, c'est que les gens n'ont rien compris. Parce que c'est pas évident de synthétiser une bataille qui dure pratiquement toute la journée en 1h30 de temps. C'est pas évident de rendre cohérent donc les déplacements de 6000 reconstituteurs, avec en plus ces 6000 fusils, plus une cinquantaine de canons qui tirent. Là, on est dans l'expérience vivante, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on n'y voit plus rien, quoi. Donc en plus, il y avait 4 commentateurs, donc en 4 langues différentes. Donc ça n'a pas été bien géré, on va dire, au niveau de l'interaction entre ce qui se passe sur la scène et le public. D'où l'importance des grands jeux romains, où là on a vraiment tout un travail avec donc un scénario, avec des répétitions, avec surtout un praeco, c'est-à-dire quelqu'un qui va faire l'interaction entre le public et ce qui se passe sur la scène. Donc c'est aussi les limites de l'exercice, mais ça montre l'engouement de très nombreux, de milliers d'Européens pour cette période-là, et donc cette évocation qui m'a amené donc aussi à y participer, à être donc dans un groupe, le 37e de ligne, qui commence avec les uniformes de Louis XVI, qui fait la Révolution et qui se retrouve donc à l'époque napoléonienne. Alors, on peut se poser la question, à quoi ça sert la reconstitution historique pour un historien comme je suis? Ça sert déjà à rencontrer Napoléon, ce qui est toujours un petit plaisir. Ça sert justement aussi à voyager, voyager du pays. Donc, je vous parlais d'Austerlitz, l'Irlande, le Leipzig. Et là, c'était cet été à Ajaccio, pour les 250 ans de la naissance de Napoléon, où la mairie d'Ajaccio, justement, a, depuis quelque temps maintenant, vraiment compris l'intérêt de valoriser le patrimoine, une histoire locale, avec la reconstitution historique. Là, on avait 400 reconstituteurs qui venaient de toute l'Europe, avec des uniformes absolument splendides, avec une évocation de la bataille d'Austerlitz au Cazone, et avec finalement un succès populaire qui a été tout à fait bien réussi. Du coup, ça m'a amené aussi à faire un roman historique. Donc à quoi ça sert? Ça sert aussi à ça, à imaginer le Napoléon qui reviendrait donc à la vie en 2015 et qui tombe donc chez un gars qui est un historien de l'université de Nîmes et qui fait de la reconstitution historique. Donc c'était aussi une façon humoristique aussi de voir ça. Alors c'est évidemment aussi de percevoir des choses. Je vous ai expliqué que la gladiature, on a pu l'expérimenter, comprendre des choses grâce à l'expérimentation, parce qu'on n'a pas gardé le manuel du parfait gladiateur ou la gladiature pour les nuls qui aurait été rédigé en 50 après Jésus-Christ. Ça a pu exister, ça ne nous a pas été transmis. Donc l'expérimentation permet de comprendre. Pour l'époque napoléonienne, on a tout. On a les équipements, on a les écrits, on a les mémoires, on a les correspondances, donc on sait tout. On sait tout, mais ça ne suffit pas, parce que finalement, en étant sur des reconstitutions de bataille, comme ça, en étant historien, là, on a des sensations, on comprend des choses que les textes ne nous disent pas. L'effet de se retrouver comme ça avec une masse de soldats qui avancent au son des tambours, la musique est importante, les lignes qui s'ouvrent, et puis à un moment donné, on se retrouve en face d'une autre ligne qui est en blanc et qui vous tire dessus, quoi. Donc c'est ça, c'est le bruit de la cavalerie, des chevaux, le bruit des canons. C'est beaucoup de choses comme ça, et puis bon, les gars ils sont dedans, puis ils voient passer un gars avec un petit chapeau bizarre, puis ça se met à crier vive l'empereur, donc on est dedans, quoi. C'est sûr que c'est une immersion dans l'histoire, et ça a évidemment un intérêt, parce que ça a un intérêt spectaculaire, parce qu'il y a du public aussi, qui voit, qui entend, qui ressent aussi, qui voit ces décharges donc de mousquets. La musique dont je parlais tout à l'heure, là c'est une batterie de tambours français, mais en fait c'est tous des Tchèques et qui connaissent tous les airs donc de l'époque napoléonienne et qui ont un vrai rôle dans la bataille d'entraînement, et donc c'est quelque chose aussi qui est très intéressant à ressentir. Le canon, évidemment c'est chargé à blanc, mais le bruit lui reste le même. Les charges de cavalerie, tout ça aussi a un côté, il faut bien le dire, assez esthétique, quoi. On est vraiment dans des tableaux historiques, mais des tableaux vivants qui sont beaucoup plus authentiques que les meilleurs films. Évidemment, c'est toujours finalement des souvenirs. Quand vous êtes chargé par des Cosaques,
surtout des vrais Cosaques, qui ont vraiment des têtes de Cosaques, c'est évidemment des souvenirs. Donc c'est une grande rencontre aussi entre Européens, donc entre Autrichiens, qui rencontrent à bras ouverts des Français, donc à coups de baïonnette. Bon, je vous rassure, on est quand même très soft. On fait très attention. Je sais que l'actualité n'est pas très porteuse pour les reconstituteurs napoléoniens. Vous avez dû entendre parler d'un général russe qui a démembré une de ses étudiantes. Bon, mais je vous assure, c'était un général russe, c'était un professeur d'histoire à l'université, Sokolov il s'appelait, qui était connu dans le milieu pour être un reconstituteur. Il organisait la bataille de Borodino, c'était une figure connue. Bon, déjà, il passait pour un cinglé avant, quoi. Il avait tué un de ses chevaux, il se vantait, parce que bon, chez les Russes, c'est particulier, quoi. Il y avait un canon qui avait explosé, il y avait 2 artilleurs russes qui étaient morts, il lui disait « J'ai eu 2 soldats morts sous mes ordres ». Vous voyez un peu le genre de personnage. Donc forcément, rassurez-vous, je vous garantis que nous, on est très gentils. Lui, c'était vraiment un mec un peu à part. Mais même si on voit ça, que c'est ça, ben finalement, généralement, ça se passe plutôt bien. Et à la fin, on se retrouve entre gens de tous les pays d'Europe qui ont une histoire commune, qui se retrouvent, on a des amis quoi, un peu partout. On a des amis russes, tchèques, en bas c'est des Irlandais, Prussiens, même des Écossais. On est tous amis, des Anglais. Non, pas les Anglais. Les Anglais, c'est à part, quoi. Les Anglais, c'est différent. Bon, là, c'est une image, évidemment, qu'on a posée. C'était en Irlande. Alors, c'est amusant, parce qu'on en parlait avec Jean ce matin. À Ponte-Novo, où il y a eu déjà des expériences de reconstitution, où le problème de Ponte-Novo, c'est que personne ne voulait faire les Français. Donc là, c'est en Irlande, c'est le débarquement des Français en 98 et c'est le début de l'histoire de l'indépendance de l'Irlande. Alors là, le problème qu'ils ont, eux, c'est que les groupes d'anglais veulent pas aller en Irlande, surtout pour se faire battre par les Français. Donc c'est des Irlandais qui sont obligés de se mettre en uniforme anglais. Et croyez-moi, c'est assez pénible pour eux, quoi. Mais comme vous voyez, avec un peu d'effort, on pourrait arriver à voir des Corses qui feront les soldats de Louis XV si on leur demande gentiment, je suis sûr, s'ils voient l'intérêt de la chose. Donc on a ce mouvement, je dirais, cette lame de fond, on va dire, de reconstitution historique, qui touche toutes les périodes, qui touche les périodes aussi récentes, la guerre de 14, dont on a commémoré le centenaire. Récemment, là aussi, permet d'avoir des groupes de passionnés qui restaurent aussi un patrimoine mécanique. Je connais, c'est les gens que vous voyez avec le char. Ici, là, c'est un Schneider, ou c'est un Chamon, enfin un char français de 14. L'ambulance, tout ça, c'est des gens qui restaurent, qui recréent des véhicules de cette époque-là, qui font revivre un patrimoine qui a disparu. Il y a aussi tout l'aspect scolaire. Là, en bas à gauche, ce que vous voyez, c'est un ami à moi qui est professeur d'histoire aussi, en lycée, qui est alsacien, et qui évoque dans des classes justement la guerre de 14, mais la guerre de 14 en bleu, en vert de gris, parce que les Alsaciens, eux, étaient de ce côté-là. Donc à l'époque, ça permet de rendre vivante l'histoire, et puis évidemment, ça a toujours du succès avec les classes. C'est l'aspect donc didactique de la chose. Et on arrive évidemment aussi à la Seconde Guerre mondiale, où on a là aussi des groupes de reconstitution. Là en bas, c'est un ami à moi qui est justement dans les véhicules français de 1940. Et ça, c'est une image tirée d'un documentaire où de plus en plus, les documentaristes, ceux qui créent des documentaires d'histoire, ont recours aux reconstituteurs pour donner une authenticité, une qualité, des costumes, des attitudes, des équipements dans leurs propos historiques. Jusqu'évidemment à la Seconde Guerre mondiale, qui est avec le 44, la libération, mais aussi des groupes qui représentent aussi les troupes allemandes. Alors ça, c'est quelque chose qui est intéressant, même au niveau de la transmission de l'histoire. C'est quelque chose qui était inimaginable il y a 10 ou 15 ans. Des groupes de reconstitution allemande qui pouvaient participer à des commémorations de la libération. Pour l'avoir, moi j'avais participé de manière anecdotique sur ce groupe-là, donc cette Jeep sur qui évoquait la libération de Nîmes. Mais c'est vrai que pour l'avoir constaté,
ça choque plus personne finalement qui est dans ces opportunités-là, dans ces occasions-là de commémoration, mais qui est aussi des troupes allemandes. Alors évidemment, il n'y a pas du tout, c'est pas des SS, il n'y a pas un discours de nazis ou autre, mais les gens, parce que le temps s'est écoulé, les témoins deviennent de plus en plus rares de cette période-là, cette période devient vraiment de l'histoire, et donc on trouve normal au fond qu'il y ait l'évocation de ceux qui occupaient aussi, ça n'enlève rien évidemment au contraire à ce qui a pu se faire, mais ça montre justement que même là, on peut avoir donc de la reconstitution d'époques récentes et qui peuvent quand même tout à fait être admises. Donc, reconstitution historique, c'est vraiment des groupes de passionnés, mais la reconstitution historique, ça peut aussi prendre aussi, donc quatrième aspect, c'est recréer un patrimoine monumental disparu. C'est quelque chose qui est intéressant et qui vient surtout d'Allemagne. En tout cas, les Allemands ont beaucoup fait ça. Les Allemands, une partie de l'Allemagne actuelle faisait partie de l'Empire romain. Mais il y a très peu de monuments en élévation de l'époque romaine en Allemagne. Et pour des raisons politiques aussi, à la fin du XIXe siècle, à l'époque du Kaiser Guillaume, ils ont reconstitué, c'est-à-dire reconstruit sur place, sur les fondations, des fortifications romaines de l'époque antique. Et c'est le musée du limes romain de Germanie où on a donc, en plus à plus de 100 ans, donc il y a une patine dessus. Ça a été fait à l'allemande, c'est-à-dire de manière extrêmement rigoureuse par rapport aux connaissances architecturales qu'on pouvait avoir. Et donc ça devient un véritable patrimoine. Si on veut voir finalement des fortifications de l'époque romaine, ce n'est pas dans le sud de la France qu'on va les voir, mais plutôt sur le Rhin, que ce soit donc dans ce musée, ou au parc de Xanten. Là, vous voyez une porte monumentale romaine. Vous voyez l'échelle donc du personnage qui est en bas. C'est une ville romaine, Xanten, qui était au bord du Rhin, qui est toujours d'ailleurs, qui a complètement été détruite par les invasions germaniques, qui a été fouillée au XXe siècle et qui a été en partie donc reconstruit. Vous voyez donc le site, l'avantage, enfin la chance, si on peut dire, c'est que la ville médiévale a glissé donc vers le sud, donc elle ne s'est pas reconstruite sur le site romain. Et donc dans cet espace-là, où on voit bien le carroyage, les grands espaces carrés de la ville, eh bien on a reconstruit par exemple l'amphithéâtre, des thermes, un temple, les fortifications, les portes. Et c'est évidemment quelque chose qui est visité et qui permet de comprendre, de voir à quoi ressemblait donc une ville romaine à cette époque-là, avec l'auberge, avec les thermes monumentaux aussi. Alors là, ça n'a pas été une reconstruction avec des matériaux de l'époque, mais c'était pour montrer finalement au-dessus des fouilles des thermes quelle était l'ampleur, quelle était la hauteur de ce grand monument public qui était les bains romains. Vous pouvez rentrer, allez-y, je vous en prie, installez-vous. Donc l'amphithéâtre aussi, qui avait été complètement détruit, qui a été quasiment complètement reconstruit par les Allemands, pour pouvoir donner dans cet amphithéâtre romain quelque chose qui ressemble un peu au grand jeu romain, c'est-à-dire faire revivre ce monument. Et c'est là où se croise donc la reconstitution vivante et la reconstruction de monuments de l'Antiquité ou d'autres époques. Donc c'est une autre façon de faire vivre l'histoire, de faire revivre l'histoire, de faire renaître des monuments disparus. Un troisième et dernier exemple, c'est la Villa Borg. On est en Sarre, donc ce petit État allemand qui est tout près de la France. Et donc en Sarre, on était quand même toujours donc, dans l'Empire romain. Les archéologues allemands ont fouillé un très très vaste complexe de villas gallo-romaines, donc qui était complètement rasé, c'est-à-dire qu'on avait juste les fondations. En France, c'est inimaginable de faire ça. Imaginez à Aléria ou si on reconstruisait le forum, on pourrait. Mais évidemment, les archéologues français seraient complètement opposés à cette image-là, comme quoi c'est aussi une question d'approche culturelle. Pour les Allemands, ça ne les gêne pas du tout. C'est-à-dire qu'une fois que ça a été fouillé, il n'y a pas 36 solutions, c'est les fondations. Soit on les laisse comme ça à l'air libre, et si on n'a pas fait un bac+5 en archéologie, ça ne sera pas très évocateur, en plus ça se dégradera forcément, soit on les recouvre, c'est souvent ce qu'on fait en France. Là, ils ont pris la décision de dire, voilà, on reconstitue, on restitue, alors avec une marge d'erreur, c'est-à-dire d'hypothèse. Les archéologues français diront, mais qu'est-ce qui vous permet de dire qu'il y a 3 fenêtres au milieu ?
Ben, il y en a peut-être deux, mais en tout cas, il y en avait, quoi, ça c'est sûr. Donc voilà, l'idée c'est ça, en admettant qu'il y a évidemment forcément une part d'hypothèse, ça a évidemment un intérêt didactique qui est évident, parce que là, du coup, il y a tout un public qui peut voir et comprendre, c'est ça aussi l'intérêt, ce que pouvaient être donc ces monuments antiques aujourd'hui disparus. Alors en France, on n'a pas grand-chose de comparable, on n'a pas grand-chose, je peux citer quand même un site intéressant dans le nord de la France, c'est près d'Amiens, c'est le parc de Samara. Samara, c'est une évocation justement de la vie à l'époque gauloise. Donc il y a des reconstitutions de maisons gauloises avec tout un ensemble d'activités, notamment artisanales, de sculpteurs, de potiers, céramistes, etc. Et qui accueille évidemment un public très important, à la fois un public scolaire, mais aussi un public touristique, avec des événements qui sont organisés. Donc on est véritablement là dans une approche didactique et de restitution, de reconstitution d'un passé disparu. Après, il y a deux autres exemples que je cite toujours vraiment comme des véritables réussites dont je pense qu'il faudrait s'inspirer, qui sont en France, que vous connaissez peut-être. L'un, c'est le château de Guédelon. Guédelon, c'est un château qui lui, n'a jamais existé. Ce n'est pas une reconstruction d'une ruine disparue. C'est des gens qui, dans l'Yonne, c'est le nord de la Bourgogne, c'est quand même assez éloigné, il n'y a pas grand-chose dans cet endroit-là, c'est assez forestier. Eh bien, ils se sont dit, comment on fait pour construire un château médiéval? C'était quoi les techniques? C'était quoi? Et puis, de cette discussion un peu bien arrosée, paraît-il, est sorti vraiment quelque chose qui était tout à fait remarquable. L'idée, c'était pas de refaire le château de Blanche-Neige chez Walt Disney. L'idée, c'est d'avoir tout un protocole, même expérimental. Et là aussi, on voit que reconstitution et expérimentation peuvent se retrouver. C'est l'idée de dire, bon voilà, quelle époque? Début 13e, époque Philippe Auguste. Quel est le commanditaire, c'est-à-dire un seigneur qui est dans tel niveau de la hiérarchie féodale? Donc, quels sont ses moyens? Et donc, à partir de là, en s'inspirant de l'architecture précisément de cette époque-là, d'exemples qui étaient encore visibles, le but du jeu, c'était pas de refaire un château, parce qu'on en a d'autres qui nous sont parvenus, mais de refaire les techniques de construction en partant de zéro. Voilà, ça c'est l'année 0, c'est l'année 98, mais pour montrer comment les maçons montaient leurs murs, avec les machines d'élévation, avec les chariots, avec les tuiliers, avec tout un ensemble d'artisans qui gravitent autour du chantier du château. Et quand vous allez à Guédelon, donc vous allez finalement voir surtout l'espace du carrier, l'espace des écuries, du forgeron, le tuilier, le charpentier, etc. Vous faites tout le tour de ces ateliers et à chaque fois vous passez du temps. Et puis vous avez des gars qui sont là, qui font leur métier, qui expliquent. C'est à la fois des ouvriers, des artisans et des médiateurs du patrimoine, c'est ça qui est intéressant. Et en fait, vous passez plus de 2 heures à voir tous les ateliers, tous les métiers de l'époque. Et à la fin, vous vous dites, tiens, en fait, il y a un château. Et vous allez ensuite visiter le château. L'intérêt, c'est aussi cette démarche de main à la pâte, parce que les gens peuvent même participer. Il y a beaucoup de stagiaires qui vont dans ce château. C'est une véritable réussite économique aussi, dans un endroit où il n'y avait absolument rien, quoi. C'est vraiment perdu, quoi. C'est à 50 km d'Auxerre, vous traversez des champs et des forêts avant d'y arriver. Et donc, maintenant, c'est 320 000 entrées. C'est l'équivalent des arènes de Nîmes, pour vous dire un peu le spot touristique que c'est. 70 salariés équivalent plein temps, 700 stagiaires, et aussi, élément important, aucune subvention. C'est-à-dire que c'est complètement autofinancé. Et donc, c'est quelque chose qui est très largement même bénéficiaire parce que c'est en partant de rien, en partant d'une idée folle, on a pu créer quelque chose autour du patrimoine, quelque chose qui est évidemment très didactique parce qu'il y a beaucoup de groupes scolaires qui viennent, mais il y a aussi beaucoup de touristes qui viennent. C'est quelque chose évidemment qui est une réussite tout à fait remarquable et qu'il faut citer en exemple. Alors, il y a une autre réussite tout à fait dans le même esprit, c'est la frégate l'Hermione. L'Hermione, c'est de reconstituer, là aussi, une association à partir de rien à Rochefort-sur-Mer, parce que là, il y avait justement un arsenal de la marine royale, de reconstituer une frégate de l'époque de Louis XVI. Ça aurait pu être de l'époque de Louis XIV. Ils ont pris Louis XVI parce qu'il
Il y avait une frégate qui s'appelait l'Hermione qui a transporté Lafayette en Amérique. C'était un peu aussi pour impliquer les Américains dans cette histoire-là. Et donc, c'est de faire donc, un bateau complètement avec les techniques de l'époque, 44 mètres de long, c'est avec 34 pièces d'artillerie. Donc, pour permettre de reconstituer un patrimoine qui existait, c'est-à-dire la marine à voile, la marine de guerre du XVIIIe siècle, et dont on n'a plus aucun exemplaire. Alors, ce n'est pas vrai pour les Anglais. Les Anglais, par exemple, évidemment, eux, leur histoire maritime est très importante, et les Anglais ont eu la bonne idée de conserver, alors là, c'est quelque chose qui est encore plus gros, 104 canons, c'est un porte-avions de l'époque, hein, c'est le Victory. Victory, c'est celui qui a infligé la bataille la défaite de Trafalgar à Napoléon. Et donc, ils ont conservé ce qui, pour eux, est un monument national. C'est là-dessus que Nelson est mort. Donc, ils l'ont conservé depuis plus de 2 siècles. Alors, je dis qu'il n'y a plus de bâtiments français de cette époque-là. Ce n'est pas tout à fait vrai, puisque les Anglais avaient aussi capturé, à la bataille de Trafalgar, un vaisseau français, le Duguay-Trouin, qu'ils ont rebaptisé, qu'ils ont intégré à la Royal Navy et qu'ils ont conservé à côté du Victory pendant des années. Puis les Anglais, en 1945, étaient un peu fauchés. Après 2 guerres mondiales, ils avaient quand même été alliés 2 fois avec les Français. Ils ont dit, bon, bah, écoutez, le Duguay-Trouin, on vous le rend, on vous le restitue, voilà, on vous le donne, c'est sympa, c'est témoignage d'amitié franco-anglaise. Et puis, il s'est trouvé que les Français n'en ont pas voulu. C'est-à-dire qu'ils l'ont fait sauter au milieu de la Manche. Si vous tapez Duguay-Trouin YouTube, vous trouvez donc la vidéo, vous avez ça, quoi, où on coule le Duguay-Trouin, c'est-à-dire on coule un témoignage, un héritage donc, de cette marine à voile du XVIIIe siècle. Alors, du coup, Rochefort et l'Hermione a permis de remplacer ça, en tout cas de refaire renaître ce patrimoine. Donc c'est un double intérêt. Rochefort, comme je vous le disais, c'était un arsenal royal qui évidemment ne servait plus à rien, mais il y avait toutes les installations. Donc on a pu faire revivre ces installations qui étaient créées pour. Donc on a pu faire dans le bassin, recréer, donc on a recouvert donc, pour pouvoir les faire visiter. On a pu partir de zéro pour faire cette coque, pour faire cette frégate. Et là aussi, ça a été intégralement financé par les visiteurs. L'idée, ce n'était pas de dire au Conseil général de la Charente, donnez-nous 3 millions d'euros et on va faire une frégate que vous verrez dans 10 ans. C'est donnez-nous rien du tout, donnez-nous juste un espace qu'on va mettre en valeur, un espace historique. Et par les visites, on peut financer, avec évidemment beaucoup de gens qui travaillent là-dessus, on peut financer ce projet un peu fou qui a abouti avec une moyenne de 250 000 visiteurs pendant 20 ans. Vous voyez le nombre de gens qui sont passés par là, de financer très largement donc, ce projet-là. En plus, c'est aussi un élément très intéressant, c'est ce patrimoine qui est un patrimoine vivant, évolutif. On peut venir donc à l'année 3, c'est-à-dire on est au début de la coque, puis 5 ans plus tard, la famille se souvient d'avoir visité ça, dit « Ah ben tiens, si on y repassait, si on revenait pour voir où ils en sont ?» Et on voit d'autres métiers, on voit d'autres moments de la construction pour arriver finalement à ce bateau qui est magnifique et qui a fait sa croisière inaugurale en 2015 avec énormément de gens qui étaient là, massés autour du bassin. Parce que ces gens, pour la plupart, étaient des gens qui avaient visité le chantier au cours de la construction et qui avaient l'impression, mais pas que l'impression, c'était une réalité, d'avoir participé à cette aventure, d'avoir vu le navire avec juste la coque, d'avoir vu le moment où le navire commençait vraiment à ressembler à un navire de guerre et de l'accueillir pour son retour de sa croisière où il allait jusqu'aux États-Unis en 2015. Donc on a là un autre exemple, comme quoi c'est possible aussi, c'est possible avec un peu de folie, souvent, avec de la bonne volonté, mais on trouve finalement en face de ça un public, que ce soit, et c'est vrai pour tout ce que je vous ai dit, que ce soit les grands jeux romains, que ce soit pour ces grandes reconstructions du passé, que ce soit pour des films documentaires, il y a un public important qui est intéressé par l'histoire, c'est ce que les Anglais d'ailleurs appellent public history, c'est-à-dire l'histoire mise au service du public, mise à la portée du public. Et ça, c'est quelque chose évidemment qui marche si on se donne un peu la peine de faire ça. Pour terminer, un 5e thème, pour revenir à quelque chose que j'avais évoqué donc, au tout début, c'est l'histoire mise en scène donc, au Puy du Fou. C'est vrai que quand on parle de spectacle historique, forcément, tout de suite, le Puy du Fou va être cité, qu'on aime pas, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est assez extraordinaire.
Ça a commencé il y a plus de 40 ans, c'est la volonté de quelqu'un du coin, qui n'était même pas forcément d'ailleurs d'origine vendéenne, hein. Philippe de Villiers, son père est lorrain, sa mère est des Pyrénées-Orientales, mais bon, comme il dit, je suis un beurre de Vendée, quoi, donc il s'est vraiment complètement donc, enraciné là. Et dans cette histoire-là, et donc il a évoqué dans un spectacle historique, dans un son et lumière, qui pouvait paraître quelque chose de classique, quelque chose qui était vraiment très enraciné dans la mémoire locale, toujours de dire l'idée d'être sur l'histoire du lieu. Et c'était justement les guerres de Vendée qui avaient été, bon, pas toujours très bien servies, pas très bien finalement évoquées par l'histoire officielle. Et donc c'était une façon de mettre en scène cette histoire dans un grand spectacle son et lumière qui était la Cinécénie. 3000 bénévoles, des familles entières qui viennent, qui font leurs costumes, une mise en scène qui avait été faite par De Villiers et qui permet donc de faire venir beaucoup de monde. Et là aussi, c'est quelque chose qui a été autofinancé. C'est les milliers, les dizaines de milliers de spectateurs qui venaient chaque année, qui permettaient chaque année d'améliorer les décors, d'améliorer la mise en scène, d'en mettre de chaque année un peu plus plein la vue. Et à tel point qu'au bout d'un moment, c'était une association, ils avaient trop de sous. C'est-à-dire qu'ils ne savaient plus de quoi en faire. Et donc, ils ont trouvé de quoi en faire intelligemment. Ben, ils ont construit un parc. Ils ont construit le parc le grand parc du Puy du Fou. Ils ont commencé par ce Colisée. Alors, bon, moi je suis spécialiste de la question, évidemment. Je peux dire, oui, mais dans un amphithéâtre, il n'y a pas une spina, il n'y a pas ce truc au milieu. Mais voilà, c'est un autre degré, c'est un autre niveau. On n'est pas dans la reconstitution historique. Il n'y a pas une prétention à faire un discours d'historien, d'historique, didactique, comme moi. J'essaye de le faire dans les grands jeux romains. Mais là, on est dans une évocation historique. On est plus dans le péplum. Mais c'est quelque chose qui marche extraordinairement bien et qui a permis d'année en année de développer le Grand Parc avec chaque année des animations nouvelles, des constructions nouvelles. On est donc à 2 300 000 spectateurs, entrées chaque année, c'est-à-dire deuxième parc en France juste après Disney. Classé meilleur parc d'attractions au monde par les Américains. Chaque année, il y a des classements comme ça. Il y a un peu le Festival de Cannes des parcs d'attractions. Et systématiquement, le Puy du Fou remporte justement des prix. Emmanuel Macron est allé en Chine récemment. Il a amené avec lui 30 patrons du CAC 40, plus le patron du Puy du Fou. Et c'est pas Macron qui l'a amené, c'est le président chinois qui a demandé qu'il vienne. Donc ça prouve quand même que c'est aussi un savoir-faire qui peut s'exporter. Il y a d'ailleurs un Puy du Fou qui vient de s'ouvrir cet été à Tolède. Il y a des tas d'autres projets qui sont en cours en Italie, en Russie, etc. Donc c'est quelque chose évidemment qu'on ne peut pas prendre comme ça à la légère. Alors évidemment on peut critiquer, évidemment on peut dire que c'est pas historique ou pas complètement historique, que c'est une évocation. Mais ça évoque l'histoire de France, ça évoque les grands moments de l'histoire de France. Là, c'est pas qu'ils ont dépassé l'histoire vendéenne. Il y a un spectacle qui est magnifique, notamment sur les mousquetaires, dans un grand théâtre classique, ils ont reconstitué. Il y a des animations tout feu tout flamme, évidemment. Bon, je le confirme, hein, les dracars n'étaient pas équipés de lance-flammes. Il n'y avait pas des dracars sous-marins qui sortaient de l'eau, ce que réussit à faire le Puy du Fou. Mais c'est évidemment des moments d'histoire que les gamins, évidemment, n'oublient jamais. Ce que je constate aussi, moi, en tant qu'historien et grand amateur du Puy du Fou, c'est que depuis maintenant quelques années, il y a une tendance du Puy du Fou à aller rechercher de plus en plus l'authenticité. C'est l'exemple donc de l'évocation des tranchées de Verdun, avec le spectacle Les Amoureux de Verdun, où là on est dans quelque chose qui est extrêmement juste sur le point de vue de la reconstitution historique. On a le spectacle sur Charette aussi, avec cette reconstitution dans une immense salle de spectacle, puis le rideau s'ouvre, et vous avez cette coupe, cet écorché d'un vaisseau de l'époque, avec des gens dedans, et avec quelque chose qui est, qu'on le veuille ou non, c'est didactique, c'est-à-dire qu'on voit vraiment la coupe du vaisseau, comment ça marche, et puis les marins qui viennent sur les différents ponts, tout en servant évidemment une histoire qui est liée donc aux guerres de Vendée, et un personnage historique qui est Charette. Donc il y a cet aspect-là, il y a une évocation, on est en train de passer doucement de l'évocation à la reconstitution. Il y a quelque chose dont je suis très fier, c'est que chaque année, il y a des gens du Puy du Fou qui viennent voir les grands jeux romains de Nîmes, et je vois qu'il y a une volonté justement de faire évoluer même le spectacle romain du Puy du Fou en allant vers ça. Parce que je pense que ça, c'est un élément à retenir. Je pense que de plus en plus, il y a une prise de conscience
que ça coûte pas plus cher, c'est pas plus mal de faire authentique. Que les gens finalement sont sensibles de plus en plus à ça. Ils sont sensibles à l'histoire, ça on le savait. Il faut voir les succès des Journées du patrimoine pour montrer que les gens sont attachés à leur histoire, mais surtout à une histoire qui peut être accessible, qui peut être perceptible. Bon, c'est d'où l'intérêt des Journées du patrimoine, où on ouvre des lieux, on n'a pas l'habitude d'aller. Mais de plus en plus, les gens finalement sont sensibles à quelque chose qui est dans l'authenticité. Quelque chose dont on retire finalement une expérience. On va voir un lieu, bon c'est bien, un lieu historique. Si ce lieu est animé, c'est encore mieux, s'il y a des explications, s'il y a des guides. Mais si en plus, il y a quelque chose qui peut faire rêver les gamins, qui peut leur évoquer quelque chose, qui peuvent laisser donc un souvenir, alors c'est encore le top, c'est quand on peut mettre la main à la pâte, c'est-à-dire lorsqu'on peut participer, lorsqu'on peut toucher une armure, un casque, lorsqu'on peut faire une lampe à huile, donc tout ça, tout ce qui est finalement de l'ordre de l'atelier didactique, et bien tout ça finalement c'est quelque chose qui est évidemment très, très porteur et qui est apprécié donc du grand public, du très grand public, parce que ça touche beaucoup de monde. Donc on est là dans cette expérience, dans cette évolution du rapport à l'histoire. J'ai pris 5 thèmes, j'aurais pu encore en prendre beaucoup d'autres, mais c'est vrai que pour être dans ce domaine-là depuis 20 ans, je le vois évoluer, je vois l'intérêt que ça peut avoir, et je vois aussi les conséquences, l'impact touristique que ça. Je vous ai cité finalement aussi des exemples qui sont des exemples de réussite économique. Que ce soit Guédelon, que ce soit l'Hermione, que ce soit encore plus le Puy du Fou ou les Grands Jeux romains, ces 4 cas-là, qui sont évidemment des exemples un peu forts, des exemples importants, ont tous été des réussites économiques avec des conséquences économiques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement l'opérateur qui va réussir ça, mais il y a toutes les implications, tous les restaurateurs, tous les hôteliers, toute la vie qu'il peut y avoir autour de ce patrimoine qui est rendu vivant, qui est rendu accessible, qui peut avoir des conséquences économiques très importantes. Donc c'est une leçon, je pense, à en retirer, d'où l'importance justement que l'université ne soit pas complètement en dehors de ça. C'est sûr que moi, en tant qu'universitaire, maître de conférence en histoire à l'université de Nîmes, quand j'ai commencé à faire des combats de gladiateurs, mes chers collègues n'ont pas pris ça très au sérieux, mais bon, c'est pas grave, donc il faut parfois prendre des risques. Mais je ne le regrette pas, parce que c'est véritablement, je pense, quelque chose qui est déjà classique chez les anglo-saxons. Depuis longtemps, les Américains ont fait des expériences, même sur les hoplites grecs, sur des choses comme ça. En France, bon, il y a un académisme, c'est toujours évidemment plus compliqué, mais je suis persuadé que c'est quelque chose qui est important, quelque chose qui peut aussi être utilisé, être appliqué en Corse. Je vous ai cité l'exemple d'Ajaccio, mais très certainement, il y a des tas d'autres expériences qui seraient intéressantes à mener. Pourquoi pas refaire, bon, il y a un projet là-dessus d'un Chebec de l'époque de Paoli, pourquoi pas faire un bateau antique, pourquoi pas animer, c'était un peu les discussions de ce matin, les tours génoises d'une manière plus didactique, avec justement des animateurs peut-être en costume et un discours adapté. Et puis on a l'outil donc du parc Galéa qui peut aussi, donc qui par son approche didactique a déjà commencé et qui peut développer donc ce genre d'expérience. Donc c'est ça l'histoire vivante, c'est une autre façon de faire l'histoire. Et puis l'histoire, c'est pas le passé, c'est une histoire finalement qui, comme je le dis, est très vivante, très présente, avec des préoccupations, des implications extrêmement contemporaines. Et puis l'intérêt, c'est aussi de voir le sourire des enfants, c'est de voir les gamins qui vont mettre votre bonnet d'ourson de grenadier, qui vont toucher votre côte de maille et qui vont dire mais elle est en fer ta côte de maille. Ben oui, elle est en fer. Alors tu es un vrai Romain. Donc ça vaut tous les efforts du monde. Parce que voilà, on a implanté quelque chose. Et puis moi, je suis enseignant à l'université, j'ai des étudiants qui m'ont dit mais moi j'ai fait des études d'histoire parce que je vous ai vu il y a 10 ans dans les arènes romaines, enfin vous et d'autres. Mais il y a aussi cette façon de transmettre l'histoire. Et donc c'est ça, l'histoire c'est pas le passé, l'histoire vivante a de l'avenir. Et donc c'est un nouveau mode de transmission de notre histoire, de nos patrimoines, de faire vivre nos patrimoines. Donc c'est quelque chose, je pense, qui vaut le coup d'y réfléchir un peu. En tout cas, donc, je vous dis à bientôt et je vous invite donc au Grand Jeu romain de cette année pour le César, la conquête de Rome. Je vous remercie de votre attention. Est maintenant très avancé en Corse sur la reconstitution de navires,
Donc là, il s'agit du Chebec, enfin d'un Chebec de l'époque de Paoli, et qui va être reconstruit à Bastia. Hein. Et le projet, c'est de le faire sur le vieux port, pour justement pour rejoindre ce que tu disais, pour qu'il y ait en permanence la visite du chantier, et que ce soit à la fois éducatif, avec la présence de nombreux scolaires qui viendraient découvrir les techniques de construction, et puis également les visiteurs qui sont touristes ou non, hein, ou locaux, qui découvriraient cela et qui participeraient de fait par le fait que la visite pourrait être payante avec un guide, etc., participeraient donc à ce projet. Ce qui est très important, c'est de rappeler que de nombreux projets de reconstitution historique ou de spectacles historiques ont disparu parce que trop liés à des subventions. Et on sait très bien, hein, tout le monde connaît ici des exemples de médiéval ou bien d'autres spectacles de ce type qui n'ont pas pu avoir un prolongement parce que les subventions ont été diminuées, voire arrêtées. Donc évidemment, l'idéal, c'est d'avoir un projet qui est en grande partie autofinancé. Et de toute façon, même si un investissement est nécessaire au départ, ce qu'il faut se dire, c'est qu'à moyen terme, les retombées économiques peuvent être très importantes. Le second projet de reconstruction de navires que l'on a, et là c'est plus, je dirais, notre équipe là, qui s'occupe de cela, c'est un projet de reconstruction d'un navire antique. C'est la fameuse épave qui a été découverte à Marianne en 1777. Et cette épave que l'on connaît parfaitement, puisqu'elle est la mieux documentée de la Méditerranée antique, hein, et qui malheureusement, cette épave qui a disparu faute de précaution lorsqu'on l'a découverte à la fin du XVIIIe siècle, eh bien, le projet, c'est de reconstruire cette épave et à ce moment-là, évidemment, d'en faire un chantier qui peut être à la fois un chantier didactique, un chantier école, et pour ceux qui ont participé le 21 octobre à la journée qu'on avait organisée à Bastia, en présence de nombreuses personnes. Il y avait l'inspecteur d'académie, il y avait des membres de l'exécutif, il y avait le président de la Chambre des métiers. Je dis cela pour dire qu'en fait, il faut que le projet soit global et que chacun, à ce moment-là, trouve un intérêt à ce type de projet. Et alors, avant de vous laisser la parole, je voulais souligner justement l'intérêt que ça pourrait avoir pour des étudiants. Parce qu'il est très intéressant d'assister à ce type de conférence. On peut regarder aussi souvent des reportages à la télévision sur ces manifestations, mais ça peut avoir un intérêt majeur pour les étudiants. Alors on peut penser naturellement aux étudiants qui sont guides conférenciers, par exemple, ceux qui vont être amenés à faire la médiation culturelle et à valoriser des lieux qui, sans cela, seraient sans intérêt. On vient de voir Waterloo. Pour ceux qui connaissent Waterloo, c'est un champ où il n'y a rien. C'est une plaine où il n'y a rien. Et donc, s'il n'y avait pas justement cette valorisation par des guides et par des manifestations comme celle que tu as évoquée, eh bien, ça n'aurait, on pourrait dire, aucun intérêt pour celui qui n'est pas connaisseur et encore grand spécialiste de la question, parce qu'il faut avoir beaucoup d'imagination. Donc, évidemment, les guides conférenciers sont naturellement très intéressés par ce genre de choses. Mais les historiens également. Et on sait que c'est une des interrogations tout à fait normales des étudiants, c'est-à-dire ils raisonnent en termes de débouchés aussi. Et alors, en dehors de l'enseignement, qui est souvent le débouché qui apparaît le seul, je dirais, assez simple à identifier, il y en a bien d'autres. Et ce type de projet permet justement de réfléchir sur l'implication justement des historiens, qui soient en formation ou autres. Par exemple, toutes ces reconstitutions qui ont été évoquées, eh bien, elles sont sur des bases scientifiques. Et c'est ce que les Italiens aiment bien appeler des reconstitutions philologiques, c'est-à-dire qu'il faut respecter ce que l'on peut savoir de ces éléments. On reconstruit un bateau, on va étudier les représentations que l'on retrouve sur les céramiques antiques, on va étudier les textes aussi de l'Antiquité. Et là, bien sûr, il y a une orientation au niveau de la recherche, au niveau des mémoires, et pourquoi pas aussi au niveau des stages des étudiants, qui peut être, bien sûr, extrêmement importante. Et puis, il y a, d'autre part,
des secteurs qui sont des secteurs, j'ai évoqué tout à l'heure en introduction, qui sont, a priori on n'y pense pas, mais qui sont directement impliqués, surtout aujourd'hui, c'est-à-dire les métiers qui correspondent en fait aux images 3D, tout ce qui est multimédia, etc. Et là, ce qu'on remarque, c'est que ce qui se fait jusqu'ici en Corse se fait essentiellement avec un appel à l'extérieur. Les reconstitutions qui ont été réalisées, pensez au médiéval de Bigouille, le médiéval de Livire qu'on a évoqué ce matin, ce qui se passe par exemple à Aléria lorsqu'il y a des journées de l'archéologie, ce qui va se passer aussi à Marianne l'année prochaine pour les journées de l'archéologie au mois de juin, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, on fait appel à des troupes extérieures et malheureusement, il n'y a pas de participation, je dirais, locale. Et alors, ce qui est important, c'est d'essayer de voir comment justement créer ces conditions. Et dans ce cas-là, eh bien, on va aborder, on va dire, deux problèmes tout de suite. Je vais laisser ensuite la parole à Pierre Hubert, qui donc est doctorant ici à l'université, qui fait une thèse sur la navigation antique et qui justement travaille avec des étudiants qui sont présents ici sur ces sujets. Ce qui est important, c'est de voir que l'enseignement, ce n'est pas d'apprendre des éléments qu'on a, je dirais, réalisés ailleurs, c'est d'inciter à s'impliquer par la suite et de participer à ces projets qui sont des projets très porteurs en termes économiques. Mais la première question, je la pose quand même à Eric, c'est le problème de la formation. Comment est-ce qu'on peut envisager, puisque tu t'occupes par ailleurs d'une filière professionnelle, une licence professionnelle à l'université de Nîmes, c'est comment on peut conseiller finalement une formation qui s'orienterait vers ces métiers, on va dire, de l'histoire vivante. Alors, pour répondre justement à ta question et plus largement à ce que tu viens de dire, c'est vrai que c'est naturellement, je dirais, des débouchés pour les historiens. Or, ce que l'on constate, c'est que ce n'est pas toujours des historiens qui sont justement dans ces projets-là. Souvent, c'est des passionnés, mais qui ont d'autres métiers. Souvent, de plus en plus d'ailleurs, on est dans la gestion, je vous en ai parlé, de monuments historiques. Alors, je vous ai parlé de Nîmes par une société, mais souvent, la plupart des monuments historiques sont des monuments privés qui sont gérés par leur propriété où le propriétaire délègue une gestion. Ce n'est pas toujours des historiens qui sont à cette place-là. Alors, il y en a de plus en plus. Pour vous donner un exemple que je connais, donc j'ai participé, tu en as parlé, de Waterloo, à l'appel d'offres pour la valorisation du site de Waterloo. Donc la société avec laquelle j'étais finalement partenaire, on a pu décrocher ce marché parce qu'il y avait vraiment dans le projet une animation culturelle, une valorisation vivante de ce qui était finalement qu'un champ. On a pu justement par certains moyens rendre ça vivant. Et une fois que j'avais fini cette mission-là, il a fallu donc désigner un directeur culturel qui allait mettre en place tout ça, gérer tout ça. Et il se trouve que ça a été finalement un étudiant d'histoire, là, exceptionnellement, qui a été pris 23 ans seulement, qui avait fini son Master 2, mais qui avait plusieurs avantages. Il était reconstituteur, donc depuis l'âge de 14 ans, il était dans la reconstitution napoléonienne avec son père et son oncle. Il était étudiant d'histoire et il faisait une thèse sur le sujet, dans le sens qu'il faisait une thèse sur la cavalerie napoléonienne. Et surtout, troisième élément, il avait fait donc une succession de boulots d'été justement au château de Valençay. Donc il avait donc cette approche du public, cette capacité justement à accompagner un public. Donc ces trois éléments, alors qu'il était très jeune, qu'il n'avait pas une expérience de directeur, ont fait qu'il a été choisi par la société Kléber-Roussillon pour prendre ça. Mais s'il avait été simplement étudiant d'histoire, ça n'aurait pas suffi. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait aussi un aspect pratique, de mise en pratique des études, qui peut être justement dans le travail, dans le domaine du patrimoine, dans l'animation du patrimoine. D'avoir une expérience dans l'histoire vivante, je pense que c'est un plus, en l'occurrence ça l'a été. Donc je pense qu'il y a cette approche-là. Alors évidemment, c'est nouveau pour l'université. C'est vrai que toi tu y travailles déjà avec la formation des guides qui sont tout à fait dans cet esprit-là. J'ai ma licence pro de médiation du patrimoine historique et archéologique à Nîmes. On a un projet donc à La Roche-sur-Yon de master d'histoire vivante. Et l'idée serait justement de faire rencontrer
aux étudiants d'histoire qui seraient intéressés par ces débouchés, eh bien, des acteurs de ce monde-là, c'est-à-dire des gens qui viennent de la Société Culture Espace, de la Société Kléber-Rossillon, des gens qui viennent du Puy du Fou. Je pensais aussi à Samara, parce que je connais son directeur, qui est quelqu'un qui vient de la reconstitution historique et à qui le département donc, a confié ce parc et maintenant 2 autres sites patrimoniaux. Donc c'est intéressant que par ces partages d'expérience, de montrer quelles sont les voies, les moyens, les difficultés aussi, parce que c'est des questions de gestion, c'est des questions de tourisme, d'accueil du public, des choses auxquelles finalement les étudiants d'histoire classiques ne sont pas forcément formés, mais il faut justement inventer, je dirais pas inventer, mais accompagner ces métiers, l'université peut le faire, en sortant, on va dire, des sentiers battus. De dire, un étudiant d'histoire, ça sera forcément un prof de collège, un prof de lycée ou un instituteur à la limite, mais bon, de faire rentrer donc l'économique, la valorisation du patrimoine, ce qui pour moi n'est pas un gros mot, dans les formations historiques. Donc voilà, c'est quelque chose qui est nouveau en France, c'est quelque chose qu'on essaie de développer, peut-être je pense qu'on aura l'occasion de développer encore ici, d'en reparler, quoi. Mais donc, d'où là aussi l'intérêt de cette rencontre, s'il y a des questions. Alors, ce matin, donc, je vous l'ai dit, certains étudiants qui sont pris par ailleurs cet après-midi, eh bien, on a travaillé avec eux et on a réfléchi. Et d'ores et déjà, eh bien, ça sera dans le cadre de fêtes associées du CCU. On a organisé, on a programmé plutôt une journée pour que les étudiants et d'autres personnes éventuellement qui seraient intéressés à ce type de projet, eh bien, se rencontrent pour commencer à réfléchir d'une manière très concrète sur la mise en place d'un projet, par exemple, de troupe historique, de reconstitution. Et on proposera par la suite, peut-être vers le mois de mars, eh bien, une autre journée qui serait couplée, on va dire, avec une conférence ici même du CCU, avec une démonstration finalement de ce qu'on peut faire de manière assez rapide finalement quand on a un certain savoir-faire en la matière. Il y a un autre sujet donc qui est celui de la navigation antique, donc j'y reviens. Il faut quand même préciser que cette idée est partie aussi d'une réflexion un peu plus lointaine et on travaille dans le cadre de l'Institut sur un projet justement de la Corse dans le monde étrusque, comme vous le savez. Et il y a eu cette année une exposition très importante dans la ville italienne de Vétulogne, une grande ville étrusque de l'Antiquité. Il y a eu une exposition au cours de laquelle on a réalisé une reconstitution d'un affrontement de navires antiques. Un navire étrusque qui éperonne un navire grec. Ou le contraire, non ? Non, c'est un navire étrusque qui éperonne un navire grec. En présence d'un navire phénicien, puisque ce sont les 3 composantes de la bataille d'Aléria. Bon, ce projet-là, on pourrait dire, bon, c'est intéressant, il a été monté en Italie, mais nous, notre idée, c'est pas de faire un événement qui est éphémère, en quelque sorte. Ça doit être le point de départ d'une dynamique. Alors cette dynamique, elle est plus que lancée, elle va avoir des conséquences directes, puisque dès le mois de mars, vous pourrez, je dirais, venir découvrir, non pas la copie de ce qui a été fait, mais un autre projet qui est de même nature. Ça se fera au Parc Gallet, dans le cadre de l'inauguration d'un nouvel espace qui est consacré à cette antiquité, je dirais, correspondant au monde étrusque. Et on a donc là un premier aspect. C'est un aspect qui va intéresser tous ceux qui sont dans la médiation culturelle. Ça va être un espace vraiment qui sera très didactique et spectaculaire. Mais il y a également un autre intérêt, c'est qu'on va dans le même temps lancer le projet de reconstruction du bateau dont j'ai parlé de Marianne. La facilité, comme on aurait pu le faire aussi d'ailleurs pour le Québec, pour ceux qui s'en occupent, c'est de prendre contact avec ceux qui ont déjà reconstitué le Jules Verne neuf à Marseille en 2013, qu'ils ont appelé le Gyptis, et de leur faire réaliser la construction. Donc ce n'est pas notre projet. Et à ce moment-là, on a recherché un charpentier de marine. On pensait qu'il n'existait pas en fait en Corse. Et on l'a découvert justement avec Pierre Hubert. Et souvent, c'est comme ça. C'est dans ce genre de rencontres, de conférences, que l'on découvre finalement des potentialités qui sont vraiment exceptionnelles. Donc il va en parler. Pierre Hubert va nous présenter un petit peu ce charpentier de marine. Mais également, il y a le côté justement du travail de l'historien.
Et à ce moment-là, on pourrait dire, mais l'historien, qu'est-ce qu'il a à voir dans ce projet? Eh bien, c'est ce que donc, Pierre Hubert va nous expliquer. Il est nécessaire de travailler sur les textes anciens, de réfléchir sur les techniques de fabrication, et à ce moment-là, accompagner le projet, qui est un projet vraiment scientifique, qui va faire qu'on va se rapprocher le plus possible de la réalité de la construction antique. Et comme certains d'entre vous, je dirais, suivent aussi l'enseignement de Pierre Hubert, donc Père Nietzsche, eh bien c'est ça qui est intéressant, c'est de voir que les étudiants, tous ceux qui sont intéressés, savent maintenant qu'ils pourront être associés à cette démarche, notamment en suivant les conseils de Pierre Hubert. Oui, donc bonjour à tous. Donc par rapport à ce projet, effectivement avec Jean, on avait un peu à cœur de valoriser ces questions-là, parce que étant donné que la Corse est une île, la question de la navigation elle est primordiale. Et justement, cette question de la navigation antique, on ne sait pas vraiment en Corse comment elle se présentait. Elle s'est présentée sous plusieurs formes. Et justement, de faire une reconstitution, de faire de l'histoire vivante, comme ça a été présenté ici par M. Tessier, ben, ça permettrait d'apporter des réponses historiques au niveau local, mais aussi de se mettre, on va dire, dans une dynamique qui est déjà une dynamique en place ailleurs. Comme on a parlé, Jean, il y a eu ce projet du Gyptis qui a été fait, donc le Jules Verne 9, donc qui est une épave de la même époque que celle dont on a les plans en Corse. Donc on est au 6e siècle avant Jésus-Christ. Et ça permettrait, avec cette réalisation, de faire écho. Et s'il y en a une qui est faite, puis une autre, puis encore d'autres, ça permet déjà de faire des flottilles, de permettre la réalisation d'événements et de promouvoir justement cette histoire vivante. Et en plus, on a parlé d'un autre projet, qui là est sur une autre époque, avec le Chebec de Paoli. Ça permettrait, avec ces réalisations, à la fois de traiter des époques différentes, des questions différentes, mais aussi d'avoir une trame qui serait la même, à savoir l'évolution de la navigation. Parce que, comme je le redis, la Corse est une île, donc cette question, elle a toujours été d'actualité, quelles que soient les époques et quels que soient les acteurs. Et ça permettrait de voir cette évolution et de faire écho un projet à l'autre, ce qui ne ferait que dynamiser de plus en plus les projets. Et ça permettrait aussi de voir justement ces modèles, comment ils se sont développés sur les îles voisines et les îles de la Méditerranée, comme la Sardaigne, comme la Sicile, comme les Baléares. Et là, ça mettrait des réseaux en place. Et tout ça, ça peut paraître un peu nébuleux, mais à partir du moment où il y a l'impulsion, ça se fera naturellement, parce que c'est des projets qui peuvent prendre très longtemps, mais dont la réalisation ne sera pas gênée, comme ça a été le cas pour l'Hermione, qui a pris 20 ans. Et il n'y a eu aucun problème à sa réalisation, et son succès surtout. Donc sur ces questions-là, avec Jean, on se demandait comment, de manière concrète, le mettre en place. Et il s'avère qu'il y a un menuisier, qui est menuisier, mais qui est aussi charpentier de marine, qui s'est formé en France, notamment en Bretagne, parce que c'est là qu'il y avait les ateliers, parce que la formation n'existe pas en Corse, mais qui est de Prunelli-di-Casacogne et qui est revenu ici faire son atelier et qui travaille en Corse et qui a pour but de continuer à travailler en Corse et qui en plus est très intéressé au niveau de l'histoire et de la valorisation et qui est très enthousiasmé par ces projets-là. Donc on l'a déjà rencontré avec Jean, on a discuté avec lui, et ça c'est des projets qu'on va mettre en place, qui prendront certainement du temps, mais qui seront lancés, qui seront très dynamiques, et qui permettront justement, comme le disait, que ce soit à des scolaires, donc que ce soit du primaire, du secondaire ou des universitaires, de voir ces chantiers, de se former justement à ces questions historiques, mais aussi de pouvoir se former à ces métiers-là, et peut-être que des scolaires qui viendront voir ces chantiers se diront, tiens, moi aussi j'ai envie d'être charpentier de marine, et à ce moment-là, on aura des ateliers en Corse où il sera possible de se former à ce métier-là, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mais du coup, ce n'est pas un frein, puisqu'il y en a. Il y a le projet du Chebec, il y a ce projet-là qu'on va essayer de lancer. Donc tout ça, ça va se mettre en place. Et ça va faire des réseaux. Et évidemment, ça permet de faire bénéficier à beaucoup de filières. Ces questions-là, elles vont être bénéfiques pour tout le monde, parce qu'un historien, il va pouvoir travailler là-dessus. La question, ça va être de savoir comment ces navires-là, comment se pratiquait la navigation, qui était à bord, qui naviguait, pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, on parle le croquis d'un navire du 6e siècle avant Jésus-Christ. Souvent, on dit que c'est une barque. On va être honnête, ça parle à personne. On dit une barque qui a été retrouvée à proximité de l'étang de Bigoul, ça parle à personne. Tout le monde imagine un petit navire. Une reconstitution à échelle réelle, ça ferait un bateau de 14 mètres de long, 4,50 m de large, sur 2,50 m de haut. C'est pas une barque. On est dans quelque chose de beaucoup plus gros. Et là, de suite,
ça remet les choses en place. Et là, les gens vont se dire, ah oui, quand même, il y avait une élaboration, il y avait quelque chose. On ne sait pas exactement qui a réalisé ce bateau, mais donc, à partir du moment où ça peut être n'importe qui, ça peut très bien être une réalisation locale. C'est même fortement probable, puisque là où elle a été retrouvée, a priori, c'était l'activité locale qui était la plus forte. Et ça permettrait de mettre plein de choses les unes dans les autres. Comme le disait, il y a la filière MMI qui ne doit pas être opposée à d'autres filières. Et par exemple, avec une filière d'histoire, ça peut être complémentaire. Ça peut être sous forme de double cursus, ou l'une à la suite de l'autre. Et le fait d'avoir une formation en multimédia et une formation en histoire, ben, ça permet de pouvoir présenter les choses d'une nouvelle manière. Et tout ça, c'est des choses qu'il faut mettre en place. Et par le biais de plein de projets comme ça va tout redynamiser, ça permettra de présenter les choses de manière nouvelle, là où ce n'est pas forcément fait. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? N'hésitez pas. Par rapport à ce qui vient d'être dit, par rapport à la conférence, oui. Alors, oui, pardon, terminé. Oui, bien sûr. Donc, on est rarement artisan. En fait, c'est un monde très très vaste, quoi. Et puis, bon, il y a beaucoup d'empirisme aussi. Pour reprendre mon exemple personnel, donc moi j'ai commencé c'était un hôtelier qui avait eu cette idée-là, donc c'était vraiment avec des bouts de ficelle, quoi. Il n'y avait pas de groupe de reconstitution romaine dans le sud de la France à cette époque. Il y avait une seule légion en France qui elle-même était une émanation d'une légion anglaise. En fait, il y a beaucoup d'empirisme au début. Au début, on bricole. Moi, quand je vois mes premiers équipements, mais je n'ose même plus les regarder, mais je les garde précieusement parce que c'est un témoignage. Donc après, on va chercher de ceux qui savent, donc des gens qui ont plus d'expérience là-dedans. Là, je parle pour la reconstitution. Et puis après, finalement aussi, ça a généré un marché, quoi. C'est-à-dire qu'il y a maintenant, vous cliquez sur Internet, vous demandez casque romain, vous avez des tas de sites qui vous en proposent. Alors, il y a tout, c'est-à-dire qu'il y a des casques qui sont, on va dire, de bonne facture, en tout cas qui sont vraiment réalistes par rapport à des pièces archéologiques qui ont été trouvées, qui sont reproduites à bas coût dans des pays comme l'Inde ou le Pakistan et qui sont revendues ici en France. Et puis après, donc, il y a aussi, si on veut aller plus loin, parce que c'est l'idée toujours d'aller au plus près de la réalité, d'aller chercher des artisans. Des artisans, après, le casque que je montrais là tout à l'heure sur la dernière photo, c'est un artisan italien qui l'a fait d'après les techniques de l'époque, d'après évidemment une source de l'époque. Donc là, voilà, c'est vraiment aller plus loin là-dedans. Donc voilà, après, c'est aussi c'est la loi du marché. C'est-à-dire que s'il y a un marché, si on demande justement à construire une frégate, il y aura forcément des charpentiers de navires qui vont retrouver des savoirs anciens, qui vont travailler du coup avec les historiens qui, eux, vont amener les documents, vont amener donc les sources, et donc ils vont pouvoir retrouver. Alors, c'est aussi l'intérêt de croiser l'artisanat et l'histoire, parce que là, il y a aussi un côté expérimental. C'est-à-dire qu'il y a des questions que ni l'artisan ni l'historien ne s'est posé, qui est confronté à une réalité, on l'a vu souvent d'ailleurs à Guédelon, et donc à retrouver par l'hypothèse, par l'essai, par les erreurs aussi, de retrouver des techniques de l'époque. Donc c'est, on va dire, je dirais, le volet, on va dire, scientifique de ce domaine-là, parce que c'est aussi créateur de savoir. Quand on est dans l'expérimentation, on est dans le chapeau de l'histoire vivante, mais c'est aussi finalement aller chercher ceux qui savent encore. Donc on a l'exemple d'un charpentier de marine qui allait donc se former. Donc ça veut dire qu'il y a aussi des endroits où les savoir-faire se sont transmis, et donc qui va peut-être justement grâce à ça, s'il y a ce chantier ici en Corse, qui certainement, ça sera même obligé, sera amené à former d'autres artisans, qui se poseront certainement des questions, parce que même si on a fait le gyptis, en refaire un deuxième, il y aura d'autres questions qui vont se poser, etc. Donc c'est ça aussi qui est intéressant. C'est un travail de conservation des savoir-faire qui
qui disparaîtraient si on ne les sollicite pas, de retrouver des savoir-faire qui ont disparu parce qu'on ne les a pas sollicités, et donc de création d'un patrimoine nouveau. Donc voilà, évidemment, et avec évidemment beaucoup de variations suivant les thèmes que j'ai pu évoquer, mais on a toujours finalement, on revient quand même plus ou moins sur ces thématiques-là. Donc il est intéressant de soulever la question de la pratique, de la question du métier. Et donc ça sert aussi à ça. Voilà. Et pour compléter, c'est une question qui est très importante. Et il faut savoir que dans ces projets dont on a parlé, en tout cas ce qui concerne la Corse, il y a justement cette volonté de se servir de l'histoire comme un levier pour la formation aussi. Et donc c'est une question très importante. Et c'est pour ça que le 21 octobre, pour ceux qui étaient présents, on a insisté justement sur le fait qu'il fallait développer les métiers de l'artisanat. Ça peut être l'occasion, ce genre de démarche, de développer une filière autour du bois, des charpentiers de marine, etc. Mais il y a aussi tout ce qui est métallurgie. Et à ce moment-là, on a travaillé déjà avec les couteliers, par exemple, pour qu'eux-mêmes se forment en fait aux techniques de l'Antiquité, qu'ils fassent des expérimentations et qu'à partir de là, il y ait une production. Et là, on peut avoir deux types de production. C'est ce qui se fait très bien en Italie. Il peut y avoir les reproductions authentiques, c'est-à-dire on essaie de reproduire au plus près ce qui a été fait sous l'Antiquité. Et puis après, il peut y avoir des créations aussi. Créations à partir d'exemples antiques et bien sûr créations modernes. Donc là, ce sont des éléments qui sont très importants parce que la question importante aussi, c'est de dire mais à quoi sert l'histoire, quoi ? L'histoire, c'est une discipline qui en général plaît beaucoup au public. Vous n'avez qu'à voir le nombre de documentaires historiques qui passent à la télévision. C'est le nombre de magazines aussi qui sortent. Mais il peut y avoir aussi l'intérêt vraiment économique, mais également l'intérêt, je dirais, par rapport à la formation. Et c'est pour ça que, par ailleurs, on travaille avec des partenaires comme par exemple Pierre-Jean Luccioni avec son association Tempifa. Et c'est très important par rapport aussi aux scolaires. Quand on va dans les écoles ou les collèges et en Corse, on leur parle de ça, on leur parle des techniques de navigation, les charpentiers de marine, donc la métallurgie du fer, etc. Mais lui, il vient également et il montre des documents, il montre des éléments qu'il a filmés et qui étaient en fait en cours il y a encore, on va dire, quelques années à peine. Et à ce moment-là, ça change complètement l'approche que l'on peut avoir de ces périodes et de ces questions. Un des lieux, par exemple, les plus intéressants pour cela, c'est le musée de la Dessec à Cervioni. Ce musée, on peut le considérer comme un musée d'ethnographie simplement. Non, il peut nous servir aussi à remonter beaucoup plus haut dans le temps, et à ce moment-là, c'est aussi une réflexion sur la Méditerranée, sur le temps long, sur cette civilisation multimillénaire, qui fait qu'à ce moment-là, l'histoire est, je dirais, une source donc multiple pour ce qui est à la fois des métiers, mais également des formations, mais aussi, on va dire, des réflexions sur l'identité. Par ailleurs, je ne sais pas si après Alain veut nous dire quelques mots là-dessus, mais il est évident que la question des langues est également importante. C'est souvent une question qui est posée lorsqu'on va dans les écoles. Dire oui, mais à cette époque, quand on évoque l'Antiquité par exemple, quelle langue parlait-il ? On pourrait dire la même chose sur les champs de bataille à Waterloo ou autre. Quelle était la langue qui était parlée ? La question des langues dans l'armée napoléonienne, c'est quelque chose. Et à ce moment-là, cette question par exemple, de l'évolution de la langue corse depuis l'époque archaïque jusqu'à l'époque, on va dire, de l'Empire romain, par exemple. Là, il y a une mutation très forte. Eh bien, ça peut être aussi le prétexte à envisager même des filières d'enseignement d'une manière un peu différente. C'est-à-dire, au lieu d'isoler les disciplines, les lettres classiques d'un côté, le corse de l'autre, l'italien encore de l'autre côté, etc., on peut imaginer une approche bien différente qui pourrait d'ailleurs aussi impliquer les historiens qui ont nécessairement besoin de connaissances en langue ancienne, mais aussi dans les différentes langues romanes. Oui, merci. Non, en fait, je n'avais pas prévu de
d'entrer par la paléolinguistique, mais ça peut être très très intéressant aussi. J'avais plutôt une question. Nous, on a travaillé en Corse. L'un des axes de recherche du labo, c'est les processus de patrimonialisation. Aujourd'hui, c'était, merci, hein, Éric Tessier, de nous avoir donné tous ces exemples-là, parce qu'on est vraiment dans des modèles de réussite d'économie par le patrimoine, d'économie culturelle, et parfois avec la démonstration que peu de moyens et un processus sur le long terme, on peut prendre le temps, ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui, 20 ans pour l'Hermione. Moi, ma question, c'était plutôt sur les contenus de ce Master Pro, médiation du patrimoine. Parce que, comme l'a bien souligné Jean, on a besoin de transversalité. Il ne suffit pas d'être historien, encore faut-il prendre le risque, comme vous l'avez bien souligné, avec le regard un petit peu condescendant de ses collègues, quand on s'investit et qu'on s'habille, qu'on rentre dans l'arène finalement comme ça. Nous, à Bonifacio, par exemple, on fait une manifestation qui s'appelle Festilou, mais qu'on essaie de mailler avec l'histoire locale entre le mapping et pour projeter des images à partir des peintres bonifaciens ou à partir de l'histoire de Bonifacio qui est riche, etc. Mais c'est pas facile parce qu'il faut en transversalité le savoir-faire du technicien ou de celui qui va monter la manifestation. Au passage, ça coûte entre 250 000 et 300 000 euros. Voilà, ce sont quand même des coûts. Mais en même temps, voilà, je voulais un petit peu avoir votre information sur ces contenus-là qui nous intéressent au premier chef parce que ça croise les filières d'Infocom, voilà, cette transversalité-là pour aller soit en formation continue, soit en formation initiale, mais à un moment donné, monter les formations pro qui pourrait nous amener à ce type de médiation du patrimoine, médiation culturelle. Tout à fait. Oui, l'idée, vous avez dit le maître mot, c'est la transversalité. C'est partir aussi de ce qui existe, c'est-à-dire des gens qui ont une expérience. Dans ce projet de master, qui sera peut-être ouvert donc au mois de septembre à La Roche-sur-Yon, l'idée c'est justement de faire intervenir donc des acteurs de ce patrimoine vivant, c'est-à-dire des acteurs, donc moi des sociétés que je connais, donc moi j'ai travaillé pour la société Kléber-Roussillon et Culture Espace comme conseiller historique, on va dire, même un peu plus. Et en même temps, moi ça m'a appris beaucoup de choses. Ça m'a appris aussi comment fonctionnaient ces sociétés, quels étaient finalement leur fonctionnement économique, et quels étaient les problèmes de personnel, les problèmes justement de rapport même juridique avec les institutions pour lesquelles ils géraient du patrimoine. Donc tout ça finalement c'est beaucoup de connaissances qu'on n'a pas dans une formation classiquement historique, mais où l'historien peut être utile. Après, donc, il y a aussi, vous avez parlé de mapping, c'est aussi toutes ces techniques nouvelles qui permettent de valoriser le patrimoine, que ne connaissent pas, que n'imaginent pas forcément donc, les étudiants d'histoire. Et là aussi, c'est pouvoir faire intervenir donc, des gens, peut-être pas pour apprendre aux étudiants comment faire un mapping, mais savoir que ça existe, savoir à qui s'adresser, savoir les exemples de réussite par rapport à ça. On a fait quelque chose cet été dans les arènes de Nîmes où on utilisait le mapping, donc évidemment sur un spectacle nocturne, où on avait, pour donner un exemple, on avait les galères que vous avez vues là, on a pu projeter en mapping la mer et donc les galères qui étaient bien réelles, voguer sur une mer virtuelle dans les arènes. Donc voilà, c'est un exemple. Et donc cette formation-là, voilà, appelle à une transversalité, appelle à différents métiers qui seraient les métiers de la gestion, qui seraient les métiers du marketing. C'est aussi un autre aspect qu'il faut évoquer parce que faire bien, mais c'est aussi faire savoir. C'est-à-dire si on veut avoir une rentabilité, c'est aussi toute une question de communication et ça c'est important. Qui irait imaginer faire du marketing quand on fait des études d'histoire, et pourtant c'est important. 600 000 euros à peu près le budget pour les grands jeux romains, 100 000 euros de communication. Et c'est pas 100 000 euros jetés en l'air parce que c'est aussi quelque chose qui a une double valeur, c'est-à-dire ça permet de faire venir des gens sur ce spectacle et le rentabiliser, mais de toute façon ça permet aussi de parler des arènes et du coup de faire entrer des gens même en dehors du spectacle. Donc c'est toute une économie, donc cette formation qui est évidemment
intéressante pour les historiens parce que moi je suis convaincu, bon la preuve, c'est que les historiens ont quelque chose à apporter là-dessus. Mais j'ai pu aussi souvent le constater, on ne va pas chercher les historiens parce que justement ils ne sont pas orientés pour ça. Moi je le vois pour un autre exemple sur lequel donc, je participe de plus en plus, c'est sur le documentaire historique. Bah, souvent, même presque toujours, ce n'est pas des historiens qui... Alors, il y en a qui parlent, on va leur tendre le micro comme experts, mais ce n'est pas eux qui conçoivent le projet. C'est souvent des journalistes et qui n'ont pas une formation historique. Donc voilà, si on a un historien justement qui est ouvert à ça, qui est ouvert justement à ce que les anglo-saxons, et j'aime pas le terme, mais bon, c'est sur la public history, donc on a évidemment d'autres débouchés pour les historiens. D'où là, ces formations-là qui nécessitent d'être très professionnalisantes et donc d'appeler à la rescousse donc le témoignage, les exemples de professionnels de ce domaine-là, dans tous ces domaines transversaux que j'ai pu évoquer. Je pense et c'est quelque chose qui ne se fait pas donc pour l'instant en tout cas. Peut-être qu'il y a d'autres questions.